Salut, aujourd'hui on va reparler de cette bête-là, le Tokina 11-16 mm. Ça fait à peu près un an que je vous l'ai présenté, un an que je prends plein de photos avec. Donc je vais vous dire un petit peu un an après si j'en suis toujours content, si je vous le recommande toujours ou si au contraire je trouve que c'est une perte de temps et d'argent. Alors, on va revenir d'abord rapidement sur la définition de ce que c'est qu'un ultra grand angle. Vous étiez peut-être pas tous là il y a un an, et donc je vais vous dire vraiment très très vite fait. Un ultra grand angle, c'est un objectif qui a des longueurs focales qui vont en dessous des 16-17 mm. C'est-à-dire que 17 mm c'est du grand angle, mais sur un capteur plein format. Et pour avoir l'équivalent sur un capteur APS-C, on va avoir besoin de 11 mm. Donc 11 ou 12 selon la marque chez qui vous êtes. Et donc, les constructeurs, devant la recrudescence des appareils APS-C, à capteur APS-C, ont lancé des objectifs ultra grand angle pour pouvoir prendre des photos, notamment des photos de paysage. Et c'est très utile aussi en photo d'architecture en intérieur, pour tout ce qui est musée, château, église, etc. C'est très très bien. Alors, comment ça marche? Ça déforme un petit peu la réalité. C'est-à-dire que les objectifs, en gros, hein, on va dire, qui reproduisent à peu près la réalité, ça va être les objectifs sur APS-C en tout cas, qui vont aller sur une plage focale entre 18 et 80 mm, quelque chose comme ça, selon la façon dont vous voyez les choses. Mais pour une photo de paysage, par exemple, 18 mm, ça va à peu près reproduire ce que vous voyez avec vos yeux. Sauf qu'en réalité, on ne regarde pas juste un paysage fixe comme ça. En général, on a tendance à parcourir le paysage des yeux, et notre cerveau, lui, recompose cette espèce de panorama dans sa tête. Et donc l'intérêt des ultra grands angles, c'est qu'ils vont aller au-delà de notre vision pour récupérer justement cette espèce de panorama et mettre tout ça dans une seule photo, comme si finalement vous étiez sur place et que vous étiez en train de balayer du regard comme ça. Et donc globalement, quand on va utiliser ces objectifs, on va avoir une vision qui est un petit peu déformée par rapport à la réalité, c'est-à-dire que quand on regarde avec ses yeux, on a du mal à imaginer le résultat qu'on va avoir avec ce type d'objectif. Et une fois qu'on met l'œil derrière la caméra avec cet objectif, on voit les choses un petit peu différemment, mais en général, on les voit un peu plus belles. Enfin, en tout cas pour les paysages, je trouve que c'est quasiment toujours plus beau. Voilà. Et alors, l'effet que ça va avoir, c'est que ça va un petit peu déformer les distances. Alors quand je dis déformer, ça va pas rendre les choses toutes rondes comme un objectif fisheye, hein. Les lignes restent assez droites, mais par exemple l'objet qui est en premier plan va être encore plus mis en avant, et les objets qui sont éloignés vont avoir l'air d'être encore plus loin. Et donc en fait, ça va créer de la profondeur à votre photo, c'est pour ça que c'est aussi flatteur pour les photos de paysage, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est grandiose, quoi. Et ça va aussi rajouter plus d'éléments dans une seule photo, dans le cadre. Et donc voilà, ça donne vraiment l'impression que c'est majestueux, grandiose, etc. Et ça, pour les photos de paysage, c'est vraiment top. Donc voilà, comme je vous disais, c'est pas forcément évident, sans mettre l'œil dans l'œilleton, d'avoir une idée du rendu que ça va donner. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un objectif qui est un petit peu créatif. Et donc du coup, on peut s'y amuser un petit peu avec, notamment si vous faites des portraits très très près, ça va déformer le nez, parce que le nez, c'est ce qu'il va y avoir en premier plan. Ou alors si vous mettez vue du dessous, ça va donner l'impression que la personne est immense. Enfin voilà, c'est assez créatif, on peut s'amuser avec ce type d'objectif. Voilà. Pour la partie technique, alors, parce que je sais qu'il y a d'autres options sur le marché, donc c'est important pour vous de savoir si la partie technique ça colle bien. Donc on a un objectif qui va de 11 mm à 16 mm. Est-ce que c'est une plage focale qui est suffisante? Je vais vous dire un petit peu, je vérifie juste si ça enregistre toujours, c'est nickel. J'ai eu des petits soucis avant, ça va être la 4e fois que j'enregistre cette vidéo. Alors, honnêtement, moi je prends 95% de mes photos à 11 mm. Donc pour tout ce qui est photos de paysage, je suis quasiment tout le temps à 11 mm. Et pour les photos en intérieur, je suis presque tout le temps aussi à 11 mm parce que on utilise ce type d'objectif justement quand les autres objectifs n'arrivent pas à rentrer autant de choses qu'on le souhaite dans le cadre. Quand vous êtes par exemple dans une pièce dans un château, que vous êtes contre le mur dans un coin et que vous prenez votre photo et qu'il vous manque la moitié de la pièce, vous mettez cet objectif et boum, vous avez toute la pièce devant vous. Ça donne l'impression que la pièce est plus grande, plus spacieuse et voilà, ça fait des belles photos. Donc 11 mm, je pense que c'est très bien. Il y en a certains qui commencent à 10, ça va pas faire une différence énorme entre 10 et 11 mm, même si 10 ce sera encore un petit peu plus large. Mais honnêtement, moi je l'avais acheté parce que avant je prenais mes photos de paysage avec l'objectif kit à 18 mm et j'avais vraiment le sentiment sur mes photos que c'était un peu resserré et ça manquait. J'avais envie de pousser un petit peu les bords de la photo pour rajouter un petit peu des choses.
Et j'ai pas du tout cet effet-là quand je suis à 11 mm. Donc c'est pour ça que je considère que 11 mm c'est déjà largement suffisant. Après, j'ai jamais testé 10 mm, donc je ne sais pas si ça me manque vraiment. Mais en tout cas, je suis satisfait de toutes les photos prises à 11 mm. Donc je pense qu'en termes d'angle de champ, on est très bien. Dans l'autre sens, ça va jusqu'à 16. Certains vont plus loin, vont jusqu'à 20 ou 22. Il y en a qui font 10-22, je crois, chez Canon. Moi personnellement, je sais que je m'en servirais pas plus. Si ça allait à 18, 20, 22, j'aurais peut-être une photo de temps en temps où je me servirais de ce type de focale, mais honnêtement, ça me manque pas du tout. Le gap entre 16 mm et 18 mm sur mon objectif kit, c'est rien du tout. Donc si je suis pas content de l'un, je vais sur l'autre. Et si vraiment le cadrage parfait c'est 17 mm, bah, je prends une photo à 16 mm et je la recadre un petit peu ensuite dans mon logiciel de retouche. Donc il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. 11-16, je trouve que c'est une très bonne plage focale. Est-ce que c'est utile d'avoir une ouverture à f2.8? Parce que celui-là ouvre à f2.8, il ouvre grand, c'est celui qui ouvre le plus grand de tous les ultra grands angles qu'on trouve sur le marché. Honnêtement, pour la photo de paysage, non. Pour la photo de paysage, c'est pas du tout indispensable parce que très souvent, vous allez essayer de vous mettre à l'hyperfocale pour essayer d'avoir une netteté parfaite sur toute la photo. Souvent en photo de paysage on va essayer d'avoir un premier plan, donc il va falloir fermer un petit peu le diaphragme, et en plus de ça, quand on ferme le diaphragme, on obtient un meilleur piqué, ce qui est très important aussi pour les photos de paysage. Donc souvent en photo de paysage on va être à f7, f8, f9 dans ces eaux-là. Donc pas vraiment besoin d'avoir un objectif qui ouvre jusqu'à f2.8 en fait pour les photos de paysage. À part si vous voulez faire des trucs un peu créatifs, mais encore une fois, 98% du temps, vous faites vos photos à f8, f9, f10 dans ces eaux-là. Par contre, moi je l'avais pris celui-là qui ouvrait à f2.8, notamment parce que je savais que j'allais faire de l'astrophoto avec, donc pour faire des photos de Voie lactée et tout ça. Et là c'est très important parce que quand on fait des photos de Voie lactée, on a une limite qui est en fait imposée par la rotation de la Terre. Vous n'êtes pas sans savoir que la Terre tourne. Et l'effet que ça a, nous, quand on est sur la Terre comme ça, on ne se rend pas compte qu'on bouge, mais par contre on voit bien que le ciel bouge, le ciel tourne. Le soleil se déplace, les étoiles se déplacent. Et la nuit, quand on veut faire une photo d'étoiles, quel que soit le type de photo, on est en gros limité à une pause de 30 secondes maximum. Au-delà de ça, on voit les étoiles qui commencent à créer des traînées, et donc c'est plus aussi net. Ça crée une espèce de petit flou, c'est pas très joli. Donc on a cette limite-là de 30 secondes pour les pauses de nuit. Quand on fait des pauses longues la nuit dans le noir, ça va générer du bruit numérique sur notre capteur. Donc ça va créer plein de petits points partout qui vont aller se mêler un petit peu aux étoiles. Donc là pareil, ça va être gênant et ça va avoir un rendu sur les photos qui va être pas terrible. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir trop de bruit, donc il faut aussi rester dans les ISO les plus petits possibles. Et du coup, le seul moyen de capter plus de lumière et d'avoir plus de détails ensuite dans notre photo, c'est d'avoir une plus grande ouverture sur l'objectif. Donc pour ça, un ultra grand angle qui ouvre à f2.8, c'est très très important parce que entre f2.8 et f5.6 par exemple, il y a d'autres objectifs qui ouvrent à f5.6, on va avoir 4 fois plus de lumière captée par celui-là que sur l'objectif à f5.6. Donc ça veut dire que par exemple, avec un objectif qui ouvre à f5.6, on va faire une pause de 30 secondes par exemple. Si on veut la photo équivalente avec cet objectif-là, on a besoin de faire qu'une photo de 8 secondes, qu'une pause de 8 secondes. Donc vous imaginez en 30 secondes la quantité d'informations supplémentaires qu'on peut récupérer. Ou alors si on part dans les ISO, pour avoir un truc équivalent, on peut faire une photo à ISO 800 avec celui-là. Avec l'autre appareil, on aurait besoin d'aller jusqu'à ISO 3200. Et là aussi, ça fait des grosses différences en termes de bruit numérique sur la photo. Donc pour les photos d'astronomie, c'est très très intéressant d'avoir une ouverture aussi grande. Donc voilà, je l'avais acheté notamment pour ça, et ça marche très bien. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'en servais énormément aussi pour tout ce qui était photo en intérieur. Je l'avais dit au départ, j'imaginais pas vraiment m'en servir pour ça. Je pensais vraiment l'emmener dans mon sac que quand je partais en randonnée ou en balade. Et en fait, je l'ai tout le temps dans le sac, et je le sors beaucoup plus souvent que j'imaginais. Et je l'ai beaucoup sorti dans les musées, dans les châteaux, je vous dis, dans tous ces lieux-là, parce que c'est des endroits où déjà il fait assez sombre. Et en plus, on est souvent limité dans la taille de la pièce, on ne peut pas forcément prendre beaucoup de recul. Et du coup, je me mets à f2.8, et ça me permet de prendre des photos à main levée en fait, dans ces lieux-là. Il y a déjà beaucoup d'endroits comme ça où on n'a pas le droit de ramener un trépied, et même si on a le droit de ramener un trépied, moi personnellement, en général, je suis en vacances, et les photos souvenirs, ça va pas être la photo du siècle quand je prends une pièce d'un château. Et donc du coup, j'ai pas forcément envie de déballer tout mon attirail et tout, enfin voilà. Donc j'ai juste envie de prendre des photos comme ça. Et en fait, il se trouve que souvent, j'ai constaté dans les musées, dans les châteaux et tout, on a la luminosité ambiante est vraiment tout juste pour tous les critères en fait. Donc je m'explique. Quand on ouvre à 11 mm, on peut prendre des photos qui vont être parfaitement nettes
à un dixième, un quinzième, un vingtième de seconde dans ces eaux-là. Euh, Quand j'ouvre à f2.8, j'arrive à prendre des photos à ISO 800 à peu près en général à l'intérieur, dans ces temps-là, un quinzième, un dixième de seconde. Et pour moi, ça c'est la limite, c'est-à-dire que je n'aime pas monter au-delà de ISO 800 parce que ça fait vraiment trop de bruit sur mes photos. Je peux pas descendre plus bas qu'un dixième de seconde sur mes photos, sinon je vais avoir du flou de bouger. Et donc du coup, j'ai vraiment besoin de cette ouverture à f2.8 pour ce type de photo. Si j'avais encore une fois un objectif qui ouvre à f5.6, je me retrouverais obligé de faire des pauses de une demi-seconde, un tiers de seconde. Et là, vraiment, ce serait très difficile de ne pas avoir de bouger sur les photos. Ou alors, je serais obligé de monter dans les ISO et d'aller à ISO 1600, ISO 3200. Donc voilà, encore une fois, c'est très très intéressant, je trouve, pour toutes les photos d'intérieur. J'étais vraiment étonné de m'en servir autant pour ça. Parlons ensuite un peu du piqué. Alors, j'ai envie de dire, il est bon sans plus. C'est-à-dire que si on le compare avec tous les autres objectifs de sa catégorie, c'est celui qui a le meilleur piqué. Ex aequo, je crois, avec le Samyang 14 mm. Mais c'est pas un piqué de fou non plus. Je veux dire, ça c'est une bête qui coûte aux alentours de 500 € quand même. Et comparé au petit Canon 50 mm f1.8 que j'ai à monter sur l'appareil, celui-ci a un moins bon piqué. Il a un piqué un petit peu meilleur qu'un objectif kit, pour vous donner un petit peu une idée. Mais il se trouve que dans sa catégorie, je vous dis, les autres ont un moins bon piqué, donc ils vont avoir un piqué équivalent à ceux d'un objectif kit. Donc je pense que pour les photos de paysage notamment, c'est extrêmement important d'avoir un très bon piqué, et donc pour moi c'est le critère primordial, prendre un objectif qui a un bon piqué, et pour ça le Tokina il est vraiment très bien. Voilà, donc moi ça me fait des photos qui me satisfont, honnêtement. Maintenant, j'imagine toujours ce que ça serait si j'avais un objectif qui a un meilleur piqué, mais pour APS-C, ça n'existe pas encore. Je pense que c'est dû au fait que pour avoir une focale à 11 mm, ils sont obligés de mettre un verre très bombé sur le dessus et ils vont courber en gros les rayons de lumière, beaucoup. Et ils ont du mal ensuite l'objectif a du mal ensuite à reconstituer l'image très très précisément pour donner un piqué parfait. Et je pense que chez les constructeurs d'objectifs, c'est beaucoup plus facile de construire un objectif qui a une focale de 17-18 mm. Et à ce moment-là, on peut plus facilement avoir un bon piqué. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a beaucoup de photographes de paysage qui passent directement sur du plein format. Parce que sur APS-C ou a fortiori sur les appareils avec des capteurs encore plus petits, sur les très grands angles comme ça, on a vraiment un petit souci de piqué. On n'arrive pas à avoir un piqué extraordinaire sur des angles très très grands comme ça. Donc voilà, mais moi je vous dis, je suis encore tout à fait satisfait de toutes mes photos que je fais avec celui-là. Je suis à la limite de la satisfaction, c'est-à-dire que je suis content de mes photos. Je me demande ce que ce serait si c'était un petit peu plus piqué, mais je peux pas dire que mes photos sont pas belles, au contraire, j'aime vraiment beaucoup. Autre chose qui est très bien là-dessus, c'est qu'on a une échelle de mise au point ici. Donc vous voyez, là je suis en focus manuel. Là je suis en autofocus. Là je suis en focus manuel. C'est rigolo, la petite bague. On s'y fait très vite, ça y a pas de problème. Et ici en fait, on a une petite échelle de mise au point qui permet de voir, par exemple, si je veux faire la mise au point à 50 cm, je me mets sur 0,5. Si je veux faire la mise au point à 2 mètres, je me mets sur le 2, etc. Et ça, c'est très pratique, notamment parce qu'avec des ultra grands angles, on fait beaucoup de photos de paysage. Et en photo de paysage, comme je vous disais, on utilise l'hyperfocale. Et si vous ne savez pas ce que c'est l'hyperfocale, je vous invite à revoir la vidéo sur comment améliorer la netteté de ces photos, qui est juste ici, cette vidéo, cliquez dessus. Ça dure une demi-heure, mais j'explique vraiment pas mal de choses là-dedans, notamment pour les gens qui sont intéressés par la photo de paysage. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc je vous disais, oui, l'hyperfocale, c'est en gros, vous allez regarder dans vos paramètres et vous dire, bon, je vais me mettre je suis à 11 mm, je suis à f8, donc il faut que je fasse ma mise au point pour avoir l'hyperfocale, je dis n'importe quoi, à 1,50 m. Et si vous n'avez pas d'échelle de mise au point, vous devez trouver un objet qui est à peu près 1,50 m, faire votre autofocus dessus, puis ensuite vous remettre dans votre cadre et ensuite prendre votre photo. Avec celui-là, ce qui est bien, c'est que notamment si vous êtes sur un trépied, vous vous mettez sur votre trépied et vous n'avez pas besoin de vous embêter à savoir quel objet est à 1,50 m, si c'est exactement 1,50 m, s'il faut mesurer et tout ça. Vous réglez là-dessus, vous faites votre mise au point. Et voilà, vous pouvez même décider de changer de focale et ensuite changer de zone de mise au point pour faire les différents tests. Et c'est vraiment beaucoup plus rapide avec ce système-là. Ça marche aussi sans échelle de mise au point, mais c'est plus rapide avec ce système. Donc voilà, ça c'est très cool. On va voir maintenant les autres choix possibles que vous avez si vous êtes intéressé par un ultra grand angle et que vous n'avez pas le budget pour acheter un Tokina. Alors, le premier que je pourrais vous conseiller, alors malheureusement c'est que pour les gens qui ont des boîtiers Canon, c'est le Canon 10-18.
C'est le premier ultra grand angle qui est vraiment abordable, c'est-à-dire qu'il coûte, je crois, 250 euros, quelque chose comme ça. Alors, il ouvre pas bien grand, je crois qu'il ouvre à 4,5 ou à 5,6, enfin quelque chose comme ça. Il a un piqué qui est un petit peu hétérogène. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le Tokina a un piqué vraiment homogène, c'est-à-dire qu'il est là où il est le meilleur, c'est à 11 mm, f8, f9, quelque chose comme ça. Et ensuite, pour tout ce qui est autour, à 16 mm, à f2.8, à f16, il est plutôt bon. Le Canon 10-18 à 10 mm f8, il est très bon, il est même meilleur que le Tokina. Par contre, un peu partout ailleurs, il est plutôt moins bon que le Tokina, donc c'est un peu plus hétérogène. Donc c'est un petit peu, comment dire, un petit peu délicat de savoir si ça peut vous convenir ou pas. Moi, je pense que c'est une bonne solution si vous faites surtout beaucoup de photos de paysage, parce que, je vous dis, 10 mm f8, c'est le réglage qu'on va utiliser en photo de paysage quasiment tout le temps. Donc, quelque part, si vous faites beaucoup de photos de paysage, c'est presque un meilleur objectif que le Tokina, d'autant plus qu'il est plus léger et plus petit. Par contre, après, je vous disais, pour les photos en intérieur ou les photos de voie lactée et tout, là, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Et il est stabilisé, donc ça c'est pas mal parce que ça va vous permettre justement pour vos photos en intérieur de descendre en dessous des 1 dixième, 1 quinzième seconde. Vous allez pouvoir prendre des photos probablement à 1 cinquième, 1 quart de seconde. Et du coup, ça c'est vraiment une bonne solution aussi pour pas trop grimper dans les ISO. Par contre, il n'a pas d'échelle de mise au point, mais comme je vous ai dit, on peut s'en passer. Donc voilà, c'est une bonne alternative, je pense, le Canon 10-18. Ensuite, il y a le fameux Samyang 14 mm, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans d'autres vidéos et tout ça. Moi, personnellement, je ne le recommanderais pas, pour un APS-C en tout cas, parce que il a un angle de champ que de 14 mm, et quelque part, c'est pas super large par rapport à 11 mm. À 11 mm, on gagne encore quasiment 30% de champ en plus. Donc, je pense que ça peut être encore un petit peu trop serré. Moi, je vous dis, toutes mes photos, j'ai fait quasiment à 11 mm. J'en fais quasiment jamais à 14, 15 ou 16. Et puis autre chose, il est entièrement manuel, donc vous n'avez pas autofocus dessus. Là, je vous dis encore une fois, c'est pas forcément bien grave parce que quand on a une échelle de mise au point, et je crois que le Samyang en a une, on utilise beaucoup on utilise beaucoup l'hyperfocale. Désolé, c'est un petit peu difficile aujourd'hui. Mais je vous dis, dans tous les autres cas où vous n'allez pas faire une photo de paysage, quand vous êtes en intérieur et tout ça, c'est quand même super pratique d'avoir l'autofocus. Quand je prends mes photos à f2.8 dans un musée, je vais faire ma mise au point sur un truc, hop, et je prends ma photo directement. C'est quand même plus facile que de devoir jouer sur l'échelle de mise au point. Donc voilà. Et puis je crois que pour mettre les filtres, c'est pas super facile non plus. Donc voilà. Et en plus, il n'a pas de zoom, ce qui peut être gênant pour la photo de paysage, parce qu'en paysage, on ne peut pas forcément bouger, avancer ou reculer. Ça c'est bien pour du portrait et tout, mais en paysage, des fois, on a un ravin devant ou une rivière, ou bien si on veut avancer pour resserrer un petit peu le cadre, on doit avancer de 500 mètres ou 1 km tellement les montagnes sont loin. Donc voilà, c'est pas forcément idéal. Après, il y a tous les autres, Sigma, Canon, Nikon, les 10-20 mm, 10-22 mm, enfin tous ces trucs-là. Ils sont très bien, même genre de qualité de fabrication que le Tokina, c'est solide comme un roc. Par contre, je vous dis, le piqué est un petit peu moins bon, et donc on revient à un piqué à peu près équivalent à celui d'un objectif kit. Ce qui, moi, me dérange personnellement, enfin, ça me dérange de payer 300 ou 400 euros pour un objectif qui a le même piqué qu'un objectif kit. Voilà. Et je pense que comme le piqué est vraiment la faiblesse de tous ces objectifs ultra grand angle, autant prendre vraiment celui qui a le meilleur piqué. Attention aussi, il y en a certains qui ne prennent pas les filtres. Et ça, c'est vraiment dommage quand on fait des photos de paysage, parce qu'on va souvent vouloir utiliser ou un filtre polarisant, ou des filtres ND pour pouvoir faire des filets de nuages, ou des filets d'eau, etc. Donc ça, c'est aussi à surveiller. Dernière petite nouvelle, il y a Tokina encore qui a annoncé le 11-20 mm, qui est le successeur de celui-là, clairement, parce que c'est exactement le même corps d'objectif, sauf qu'il passe jusqu'à 16, mais il va jusqu'à 20. Donc moi je vous ai dit, c'est pas forcément très très indispensable d'aller jusqu'à 20. Par contre, bon, j'ai vu qu'un seul test en vidéo, alors ça vaut ce que ça vaut, il faut vraiment toujours se méfier de ça. Il semble y avoir un très bon piqué, et visiblement le flair aussi est fortement réduit quand vous avez le soleil dans le cadre, donc ça peut être intéressant aussi. Mais moi je vais attendre de voir sur DxOMark qu'ils aient l'objectif en main, qu'ils fassent des tests et tout ça. De toute façon, il n'est pas encore sorti en magasin, je crois. C'est vraiment annoncé tout récemment. Donc voilà, à surveiller. Alors en conclusion, je vous le recommande forcément à fond.
Je sais qu'il est cher, donc c'est vraiment dédié aux gens qui sont intéressés par la photo de paysage avant tout, et éventuellement un petit peu d'architecture en intérieur, mais après, voilà, c'est à vous de voir si ça vaut l'investissement ou pas. Mais si vous êtes vraiment dans la photo de paysage, c'est un investissement que vous regretterez vraiment pas. Je l'ai tout le temps dans mon sac, c'est le deuxième objectif que j'utilise le plus. J'utilise beaucoup le 55-250, mais surtout parce qu'il est monté tout le temps sur mon boîtier, et donc je le sors pour faire plein de photos de détails, d'animaux, de fleurs, de trucs comme ça. Tous les zooms, je les fais avec. Et je shoot beaucoup de photos, par contre, j'en garde pas beaucoup à la fin. Sur celui-là, je shoot moins de photos, mais quand je les prends, c'est souvent travailler une belle composition, un truc, et je prends beaucoup de plaisir avec cet objectif. Et honnêtement, sur les plus belles photos, celles que je garde dans ma sélection, j'en ai les 3/4 qui sont faites avec le Tokina. Voilà, après, je vous dis, c'est aussi dû au fait que moi, je fais beaucoup de photos de paysage, donc forcément, je garde beaucoup de photos qui sont faites à l'ultra grand angle. Donc je vous le recommande chaudement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, est-ce qu'il faut l'acheter tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre le Tokina 1120? Bah, je dirais à la limite, si vous cherchez un objectif pour vos vacances cet été, achetez celui-là, parce que le Tokina 1120, il va probablement pas être sorti à ce moment-là et les tests n'auront pas été faits, donc vous savez pas vraiment où vous mettez les pieds. Si vous pouvez attendre un petit peu plus, attendez le test du Tokina 1120 et attendez qu'il soit sorti. Et puis s'il est vraiment meilleur, prenez le Tokina 1120, il sera à peu près dans la même gamme de prix. Et s'il est à peu près similaire, attendez quand même que le Tokina 1120 sorte, comme ça celui-là sera moins cher, probablement qu'ils vont baisser le prix pour écouler les stocks, et vous finirez avec un très bon objectif pour un petit peu moins cher. Voilà, si ça vous intéresse de l'acheter aussi, donc je vous disais, c'est aux alentours de 500 € sur les sites qui ne sont pas du marché gris. Sur les sites de marché gris, il est beaucoup moins cher. Il y a certains boîtiers objectifs qui ont des prix à peu près similaires entre marché gris et marché légal, on va dire. Mais celui-là, il y a une grosse différence, je crois qu'on le trouve dans les 400 €, quelque chose comme ça en marché gris. Par contre, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont rapporté des expériences pas forcément très bonnes avec cet objectif en marché gris. Notamment l'un d'entre vous qui avait commandé, il en a reçu un qui était défectueux, il l'a renvoyé, il lui en a renvoyé un autre, c'était toujours défectueux, il l'a renvoyé, il leur en a encore renvoyé un autre toujours défectueux. Au final, il l'a renvoyé, il s'est fait rembourser pour l'acheter ailleurs. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas de tout le monde, il y en a probablement d'entre vous qui en ont acheté sur les marchés gris et ça marche très bien, mais ça laisse quand même poser la question de savoir s'il y a une si grosse différence de prix, est-ce que c'est pas parce que Tokina met sur les marchés asiatiques et tout ça, ceux qui sortent les moins bons de leur chaîne de production, enfin, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça marche ça, mais voilà, c'est à savoir. Moi j'ai acheté sur Amazon et honnêtement ça marche très bien depuis le premier jour. Voilà. Bon, je crois qu'on a assez causé pour aujourd'hui. Vous avez pu voir que je suis super content de cet objectif. Et puis, bah voilà, dites-moi si ça vous intéresserait, celui-là ou le 10-18 ou un autre. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!